Alexander Grothendieck est considéré comme l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. Il est né à Berlin en 1928 d'un père juif russe anarchiste et d'une mère allemande issue de famille protestante. Enfant caché en Allemagne puis interné en France dans le camp de Rieucros, Grothendieck fut marqué par la guerre et par la disparition de son père déporté de Drancy à Auschwitz en 1942. Sa créativité hors norme a révolutionné l'histoire des mathématiques. Récompensé par la médaille Fields en 1966 pour ses travaux en géométrie algébrique, il fut une figure phare de l'Institut des hautes études scientifiques, avant sa rupture brutale avec l'institution en 1970. C'est dans un petit village situé dans les Pyrénées qu'il a passé les 23 dernières années de sa vie à écrire et à mener une quête spirituelle absolue. Les éditions Gallimard font paraître dans la collection Tel une somme de plus de 2500 pages que le mathématicien aura rédigé avant sa retraite ariégeoise, un document unique intitulé « Récolte et semailles, réflexions et témoignages d'un passé de mathématicien ». Leïla Schneps, bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, affectée à l'Institut de mathématiques de Jussieu. Et avec le mathématicien Pierre Lochac, vous avez poursuivi des recherches en mathématiques pures sur les traces des idées de Grothendieck que vous avez très bien connues. Alors ma première question portera sur cet ouvrage. Qu'est-ce qui est récolté, qu'est-ce qui est semé dans Récolte et semailles? Alors c'est un ouvrage absolument incroyable que Grothendieck a rédigé dans les années 80, dans une période de sa vie où il venait de sortir d'une immense méditation sur le sens de sa vie, le sens du fait de faire des mathématiques et d'avoir cessé de faire des mathématiques. Et au cours de cette méditation, il avait découvert, on peut vraiment dire découvert, on a l'impression qu'il n'avait jamais eu ces pensées avant, que lui-même, comme d'autres dans un milieu qu'il avait toujours trouvé chaleureux et accueillant, avait en fait certaines choses qu'on pouvait qualifier de mal. Il y avait des méchancetés, des abus d'influence, ce n'est pas des grands crimes, mais il n'empêche que la découverte que tout n'avait pas été parfait a été pour lui énorme, bouleversant, et il a commencé petit à petit à découvrir également qu'après son départ, et c'est vraiment son départ volontaire du grand monde des mathématiques, une vague de sentiments négatifs, on peut dire de ressentiments, avait un peu déferlé sur lui, sa mémoire et ses travaux. Et donc, tout ça, c'est considéré comme des récoltes de ce qu'il avait semé. Il avait semé beaucoup de mathématiques, de magnifiques mathématiques, mais les récoltes ne sont pas seulement les résultats, c'est aussi l'aspect humain de ce qu'il avait laissé derrière lui. Et oui, il a semé des magnifiques graines de mathématiques, mais si le mot récolte est suivi par semaille dans son titre, c'est que tout ce qu'il a appris et compris lors de cette réflexion, pour lui, ça lui a permis de semer les graines d'une nouvelle vie entièrement différente. Il faut dire que Grothendieck était une personne extrêmement exigeante. Vous en avez vous-même fait l'expérience avec le mathématicien Pierre Lochac. Je crois savoir que vous l'avez cherché au moment où il avait disparu. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous l'avez rencontré là-bas en Ariège, dans un coin reculé En fait, moi, j'ai lu Récolte et semailles en 1991. J'ai rencontré Pierre Lochac d'ailleurs en lisant, parce que lui aussi lisait, on s'échangeait les manuscrits comme ça. Et les manuscrits à l'époque, c'était des manuscrits envoyés à quelques amis de Grothendieck et puis qui les passaient de main en main à leurs amis. Et moi, j'ai conçu l'idée, mais comme un besoin absolu de rencontrer l'auteur de ces lignes. Alors au début, je croyais que c'était très facile, il suffisait d'aller le rencontrer. Seulement, c'est là où j'ai découvert que précisément cette année-là, en 91, il avait disparu. C'est-à-dire, il avait déménagé, mais sans laisser sa nouvelle adresse à personne. Il avait pas mal d'amis, des gens qui l'entouraient, on ne savait pas où il était. Alors, effectivement, qu'à cela ne tienne, on est parti à sa recherche, on a cherché des indices, on a eu de la chance, on a posé des questions dans les marchés, à des gens, dans des villages. Et on a simplement, par une coïncidence, on a entendu que quelqu'un qui ressemblait fort à la description de Grothendieck fréquentait le marché de Saint-Girons. Et donc, on est allé au marché de Saint-Girons. Voilà, et on a regardé tous les gens barbus, tous les hommes barbus qui passaient au marché de Saint-Girons pendant une longue matinée.
Et on les écoutait, quand on voyait des barbus, on les écoutait pour savoir s'ils avaient un peu l'accent allemand qu'on savait qu'il avait parce qu'il existe des enregistrements. Et on a fini par effectivement le trouver, l'identifier, par l'aborder et il nous a reçus avec une extrême gentillesse, avec c'est difficile même à trouver les mots, il y avait une tendresse dans ses yeux, un accueil, et c'était un homme qui pouvait être chaleureux et d'une très grande gentillesse. On a appris après qu'il pouvait aussi être d'une terrible méchanceté. Il avait tout, vraiment, cet homme. Mais ce jour-là, on a parlé pendant plusieurs heures avec lui au bord de la rivière, à côté du marché. Et par la suite, on est retourné le voir chez lui dans sa maison et on a eu une correspondance très longue et très fournie. D'accord, il faut dire que l'enfance de Grothendieck n'a pas été facile. C'était quelqu'un d'extrême, mais qui a vécu aussi une vie extrême. Ses parents se sont rencontrés à Berlin. Son père, Alexandre Shapiro, Sacha Shapiro, était une figure importante de l'anarchisme, qui a passé 12 ans de sa vie dans les bagnes du Tsar. Ensuite, il a été déporté à Auschwitz. Une photo du buste de Sacha Shapiro est conservée au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ses parents, de l'enfance de Grothendieck, qui n'a pas été facile? Alors, l'enfance de Grothendieck a une importance incroyable pour sa vie de plein de points de vue. Donc, très rapidement, pour commencer, ses parents étaient des gens totalement absolu, son père était totalement dévoué à l'anarchisme. C'était un homme qui ne changeait jamais d'idée, qui était vraiment absolument consacré à sa mission dans la vie et pour qui ses enfants passaient en second. Je dis ses enfants parce que Grothendieck avait une grande sœur dont le père n'était pas le père, mais il l'avait adopté, il l'élevait. Il s'occupait bien de ses enfants, il les traitait bien, mais ce n'était pas le centre de sa vie. Le centre de sa vie était l'anarchisme. Et sa mère, qu'on connaît très bien aussi simplement parce qu'elle a laissé un pavé immense d'autobiographique de quelques 1500 pages absolument fascinant, était aussi quelqu'un qui avait une notion mythique de la vie et de son rôle dans le monde. Par ailleurs, donc Grothendieck je crois que soit c'est génétique, c'est dans son caractère, soit il a pris de ses parents, mais l'absolutisme qu'on lui connaît, ça vient vraiment des parents. Par ailleurs, il a été très très heureux, c'est quelque chose qu'il répète souvent avec ses parents à Berlin jusqu'à l'âge de 5 ans. Il a eu une enfance qu'il décrit quasiment sans nuages. Il a été adoré, choyé, pas du tout réprimé, jamais puni. Ses parents l'aimaient bien tel qu'il était et il se sentait très très libre et heureux. Et ça, c'est quelque chose auquel il revient souvent. D'ailleurs, il aimait beaucoup les tout petits enfants, lui. Et dès que même ses propres enfants passaient l'âge de 4-5 ans, il changeait d'attitude envers eux complètement. Ça se voyait que ça avait un rapport avec sa propre enfance. Tout d'un coup, à 5 ans, tout a été brisé, de la manière la plus violente qui soit. Parce que en 1933, son père sentait que c'était juste trop dangereux pour un juif de rester à Berlin et il est parti à Paris, laissant la famille derrière. Et la mère n'avait qu'une seule envie, c'était de rejoindre le père. Donc, elle a cherché à caser ses 2 enfants dans des familles d'accueil. Et dès qu'elle a réussi, elle a filé à Paris rejoindre le père en les abandonnant plus ou moins. C'est-à-dire que à peine elle leur écrivait même des lettres. Ses enfants n'étaient pas pour elle non plus le centre de sa vie. Et c'était très très rude pour Grothendieck, même si la famille qui l'a accueilli était une famille très bien, de gens très droits, de gens très intéressants, d'ailleurs qui ont sauvé plusieurs enfants et qui l'ont traité vraiment très très bien, mais bon, être abandonné comme ça du jour au lendemain par les parents, c'est terrible pour un enfant. Et ça a brisé quelque chose en lui vraiment. Ça a duré jusqu'à l'âge de 11 ans, donc 1939, quand la famille d'accueil a décidé de l'envoyer à Paris parce que c'était trop dangereux pour le fils d'un père juif de rester en Allemagne. Oui. Et alors à Paris, son père est venu le chercher Son père est venu, c'était prévu parce que la famille d'accueil avait bien l'adresse du père, donc ils ont communiqué avec le père est venu le chercher au train, et du coup il a revu son père pour la première fois depuis 6 ans. Et pour la dernière fois. Et pour la dernière fois, parce qu'il a vu très très peu, l'espace de quelques jours, je pense. Et après, il a été envoyé rejoindre sa mère qui, elle, avait trouvé du travail dans le sud de la France. Et il n'a plus jamais revu son père. Donc, c'est quelque chose qui était aussi pour lui, sans aucun doute, un très grand traumatisme, même si il n'en a plus parlé jusqu'à la fin de sa vie. Parce que son père a été interné dans le camp du Vernet, en Ariège. Et ensuite,
Il est passé par un autre camp avant d'être envoyé à Drancy. Oui, il a fait une série de camps finissant à Drancy et puis déporté à Auschwitz. Et comme il n'avait qu'un seul bras, il avait perdu un bras jeune en Russie, il n'y a aucun doute qu'il n'a pas fait long feu à Auschwitz. Il a dû probablement mourir tout de suite. Et ça, c'est des choses que Grothendieck a appris dès la fin de la guerre, parce qu'il existe des documents de la Croix-Rouge qui expliquent que son père est décédé à Auschwitz, donc ce n'est pas qu'il ne savait pas. Mais bizarrement, l'histoire de la mort de son père est quelque chose qui ne semble pas l'avoir travaillé jusqu'aux toutes dernières années de sa vie, quand il a fait un grand effort de renouer ou de découvrir ce que voulait dire pour lui être juif. Et par ailleurs, lui-même a été interné avec sa mère dans le camp de Rieucros. Je crois savoir que c'était une enfance aussi assez difficile. Il devait se cacher lors des descentes de nazis. D'abord, il a été au camp de Rieucros. Il va sentir que vivre dans un camp, c'est pas facile. Sa mère étant allemande, c'était un camp pour les indésirables. C'était pas un camp de concentration, ni même de préparation à la déportation. Mais il n'empêche que la vie était très dure. Et les familles étaient aidées par la CIMAD qui descendait, essayer de leur donner quelques vivres, d'améliorer un peu les conditions. Il décrit que les conditions pour les enfants étaient quand même plus faciles. Il a eu le droit, lui, de sortir du camp et de rentrer le soir. Il allait au lycée de Mende à pied, c'était très loin, il n'avait pas de chaussures, il prenait l'eau, il y avait la neige. Bon. Mais tant mieux que mal, il a réussi à se faire plus ou moins une éducation française au collège. Et ensuite, il a été libéré du camp aussi par la CIMAD qui a fait l'effort de faire sortir des enfants et envoyé vivre au Chambon-sur-Lignon, une ville très très connue, où on sait que le pasteur Trocmé et sa femme ont accueilli un grand nombre d'enfants juifs. Là, il était dans un foyer, il était au lycée, donc il a fait finalement une scolarité normale. Effectivement, tous les enfants juifs qui étaient cachés là étaient protégés, allaient se cacher dans la forêt chaque fois qu'il y avait une descente des nazis. Et ultérieurement, donc, il est monté à Paris et il est devenu le génie des mathématiques qu'on connaît aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de sa découverte des mathématiques, de son entrée dans l'institution, de ce qu'il a apporté dans tous les cas, ou de sa manière de faire des mathématiques? Alors, ça a été assez fulgurant, parce qu'il a commencé après la guerre, par rejoindre sa mère, avec qui il a eu une relation très très fusionnelle. Ils ont vécu à deux dans un tout petit village pendant les 3 ans où il a fréquenté l'université de Montpellier. Et là, il a fait des études de maths, mais on peut imaginer qu'à l'époque, les maths en province, c'était assez modeste, enfin, c'était juste les cours, c'était un peu plan-plan, et donc lui, il réfléchissait tout seul, et il essayait de faire des maths tout seul, et il avait comme cette idée qu'il était tout seul au monde à s'intéresser à ces questions. Il avait un professeur un peu plus éveillé que les autres, qui lui a dit, à la fin des 3 ans de la licence, montez à Paris pour la suite. Là, il y a vraiment des gens, ça vous intéressera, donc il est monté à Paris, et là, il a découvert un monde de mathématiques et de mathématiciens qui était pour lui inimaginable. Autour des grands noms des mathématiques, Henri Cartan, il y a les jeunes élèves Jean-Pierre Serre qui sont devenus archi brillants par la suite. Et là, il n'avait pas du tout le niveau. Donc, il luttait pour garder la tête au-dessus de l'eau et pour avoir le niveau, pour apprendre tout ce qu'il peut, il posait des questions. Il a trouvé l'accueil toujours très, très chaleureux, ça il le dit, mais il n'avait pas vraiment le niveau. Et à la fin de l'année, donc Cartan lui a dit la meilleure solution, parce qu'il était clairement très doué, serait d'aller à Nancy, qui était à ce moment-là un grand centre de maths, où ils avaient vraiment la place pour accueillir des jeunes qui n'avaient pas la formation de l'école normale brillantissime, qu'ils avaient déjà tout. Et donc, il est allé à Nancy et il a rencontré Schwartz et Dieudonné, deux très, très grands mathématiciens qui travaillaient ensemble, qui l'ont accueilli aussi très chaleureusement. C'était un vrai hurluberlu. Ils n'ont jamais dû voir un jeune comme lui habillé n'importe comment, qui arrivait avec sa mère, qui faisait toutes sortes de choses bizarres, jouait du piano la nuit, était constamment viré de sa chambre de location. Mais il l'aimait beaucoup parce qu'il était gentil et il était très, très, très doué. Ça se voyait. Et donc, ils lui ont donné une série de problèmes à résoudre. Et ils ont dit, regardez déjà le premier, nous, on a fait un article de maths. Ça, c'est les questions ouvertes, on n'a pas su les résoudre. Il y en a 14, vois ce que tu peux faire. Et lui, il en a, après quelques semaines à peine, il en a résolu la moitié. Et après, il a fini tous les 14. Il avait résolu les 14 au bout d'1 an ou 2. Alors, ils étaient vraiment épatés. Ils ont dit, OK, ça, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. On va lui donner un vrai sujet de thèse. On lui a donné un vrai sujet de thèse. Il a tué le sujet. On dit ça en maths quand on fait tellement une théorie d'un sujet qu'on répond à toutes les questions, qu'il n'y a plus de sujet.
On peut dire, les sujets s'appellent les espaces topologiques les espaces vectoriels topologiques. Et on peut vraiment dire que Grothendieck est arrivé là avec sa nouvelle théorie. Il a nettoyé le tout comme avec un balai et il a tué le sujet. Et même ses directeurs de thèse étaient bouche bée devant tant de capacités. Alors là, on a compris, donc maintenant on est en peut-être 53, la fin de sa thèse, on a compris qu'il s'agissait d'un mathématicien totalement hors norme. Il était encore très jeune. Et on voulait absolument lui trouver un poste et continuer à travailler avec lui, mais c'était juste pas possible parce qu'il était apatride. Il ne pouvait pas avoir un poste en France. Son père a été apatride toute sa vie. Son père a été apatride et lui est resté apatride jusqu'en 1971. Alors, est-ce qu'on peut dire que le fait d'être apatride, que son histoire a déterminé en quelque sorte sa manière d'aborder les mathématiques? Est-ce qu'on peut dire par exemple qu'il y a un rapport juif aux mathématiques ou dans tous les cas à l'innovation scientifique et en particulier aux maths, le fait d'être un peu excentré ou d'avoir peut-être un lien à une forme de spiritualité, de spéculation, d'abstraction. Ces questions sont très intéressantes et il y a énormément à dire. Alors je vais commencer par dire ce qu'il ne faut pas dire. Le rapport des Juifs ou de la mentalité juive envers les mathématiques a été détourné, comme chacun sait, par les nazis, qui ont établi, je vais dire en une phrase très courte, qui ont établi un lien entre l'esprit arien et tout ce qui est enraciné dans la terre, vraiment à une connexion directe avec la Das Land, vraiment la notion d'appartenir quelque part et d'avoir des racines, et donc tout ce qui est géométrique, même topologique et qui a un rapport avec des formes. Et ils mettaient, eux, les nazis, en lien l'approche juive des mathématiques avec tout ce qui est très très abstrait, en disant c'est le juif errant, c'est le juif qui n'a pas de patrie. Et c'est quelque chose qui était politique, qui est faux et qui est extrêmement destructeur. Et il y a de très nombreux contre-exemples de toutes sortes. Aussi bien de scientifiques ariens qui sont très abstraits, et de scientifiques juifs qui sont très enracinés. Donc, il ne faut pas partir dans cette direction-là. Et pourtant, je crois qu'on peut dire, dans un sens différent, que les juifs ont, depuis la Haskalah, un rapport particulier aux sciences qui leur a permis d'être extrêmement innovateurs et de faire des découvertes extraordinaires. Et je sais qu'il y a, comment dire, on dit toujours, il y a une très grande proportion des prix Nobel qui sont juifs, et on attribue ça à la grande intelligence éventuellement des juifs ashkénazes, ou alors à une longue habitude séculaire, sinon millénaire d'études. Mais il y a aussi autre chose, il y a simplement quelque chose dans la nature même de la religion juive et surtout qui a permis la Haskalah. J'aime bien dire ça comme ça. On pourrait dire mais la religion était contre la Haskalah. Mais il faut dire aussi non, l'une a donné naissance à l'autre quand même. Et de même, la Haskalah a donné naissance à une capacité d'aborder les questions scientifiques qu'on peut dire... c'est difficile de caractériser. Je pourrais dire aucun mot pour le caractériser qui serait juste, mais je peux dire innovateur. Ça, c'est sûr qu'ils viennent d'angles différents et qu'il y a toujours de très grandes découvertes et Alexandre Grothendieck s'inscrit dans cette lignée-là. Et par exemple, c'est l'un des mathématiciens qui a le plus nommé des problèmes ou des... Il a nommé d'abord parce qu'il avait un grand don de langage et ensuite parce qu'il a beaucoup inventé. Il a vraiment beaucoup inventé et il avait aussi... Quand il a inventé, il avait une vision, par exemple, je prends juste le mot cristallin. Il a inventé une structure mathématique qui se met ensemble par morceaux, qui s'augmente par morceaux. Et il a choisi le mot cristallin en pensant aux cristaux. Et effectivement, quand il le dit, on voit exactement ce qu'il veut dire et ça paraît le mot parfaitement adapté. Et en plus, c'est un mot qui est beau. Et il y a beaucoup de mathématiciens qui n'ont pas ce talent-là et qui mettent des mots beaucoup plus ordinaires sur les mots, sur les concepts qu'ils découvrent. Mais on peut dire surtout qu'il a inventé beaucoup de mots parce qu'il a inventé beaucoup d'objets. Et on peut dire que c'est une manière poétique, pour ainsi dire, de faire des mathématiques. Oui. Quand on est visionnaire comme lui, quand on cherche comme lui, il met toujours sa manière de faire de la recherche en mathématiques en lien avec sa petite enfance très heureuse. Il dit, c'est la même chose, il dit, la véritable créativité, c'est le sens de découverte et d'exploration du tout petit enfant. Et ce n'est pas les résultats et ce qui est produit, ça vient naturellement. Si on cherche sans ego, sans vouloir prouver quelque chose, si on cherche simplement pour la joie de chercher, si on est à l'écoute de la voix du monde et de la voix des choses, il appelle ça une petite voix délicate. Il y a une infinité de choses à découvrir, il y a une source
inépuisable. Et c'est vraiment comme ça qu'il décrivait l'acte de faire des maths, simplement de tâtonner, d'écouter, de chercher, d'être sensible à ce qui était là. Et j'aimerais dire ça parce que c'est très très important. Il dit que chacun de nous a cette créativité en nous et que le plus grand frein, ce qui freine la plupart des gens, et y compris la plupart des mathématiciens, et les empêche de devenir des très très grands mathématiciens aussi innovateurs que lui, c'est la peur. Et il parle de la peur du ratage. Bien sûr, c'est normal d'avoir peur du raté quand on se lance dans quelque chose, mais pour lui, la peur du ratage, pourquoi on aurait peur de rater? Un enfant n'a pas peur. Pourquoi? Parce que c'est l'ego. On a un ego qui supporte mal de rater. Et il dit c'est terrible parce que ça empêche tous les mathématiciens et tous les scientifiques et tous les gens, chaque personne, d'être aussi créatif et de découvrir autant de choses. Et par rapport à cette question de l'ego, justement, quand il s'est isolé en Ariège, il s'est engagé de manière totale dans une spiritualité où, en quelque sorte, il abandonnait aussi cet ego qui entrave un rapport au désir, un rapport à la créativité. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette retraite, de cette vie spirituelle qu'il avait? J'ai cru savoir qu'à la toute fin, il s'est tourné un peu vers son identité juive. Il a eu une correspondance avec Germaine Poliakoff, la veuve de Léon Poliakoff, dans laquelle il lui demandait de lui transmettre des textes de son défunt mari. Alors, comment a été cette spiritualité de Grothendieck, ces 23 années où il a été reclus dans cette maison? Alors, on peut vraiment dire qu'il n'a pas fait de maths pendant ces périodes-là, et pourtant cette période était absolument en continuité avec sa vie mathématique, sa vie d'avant. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'était pas libéré de la peur et de l'ego. Il n'a jamais dit, il n'a jamais affirmé. Il a dit seulement qu'il en était conscient et qu'il faisait un effort constant. Et l'influence négative de l'ego qui nous rend heureux, contents de nous-mêmes, qui nous empêche de voir la souffrance autour de nous, qui nous empêche d'aider les autres. Ça, il l'appelait le mal. Pour lui, ça, c'était le cœur du mal. Il l'appelait souvent Satan. Il parle souvent du Satan. Il dit, le monde est dans la main de Satan. Tout le monde sent cette influence qui nous fait penser à des choses qui ne sont pas importantes alors qu'il y a une infinité de choses extraordinairement importantes, que ce soit ce qui ne va pas dans le monde, la souffrance des autres, le fait qu'on détruit la planète, parce que bien sûr, il était extrêmement engagé dans des causes écologiques à une certaine période de sa vie. Tout ça, c'est devenu le point focal de ses recherches dans les dernières années de sa vie. Le mal, comment le cerner, comment le comprendre, pourquoi il existe, comment créer une nouvelle science, une science infiniment plus vaste que les mathématiques ou que la physique qui étudie l'univers, parce qu'une science qui comprendrait aussi la compréhension du mal. Et en cherchant constamment de déceler les effets du mal en lui, mais aussi dans les personnes qui communiquent avec lui, dont moi, par exemple, avec nos lettres, il était très, très souvent question de faire un travail de chercher les effets de ce mal en moi, en chacun de nous, en cherchant vraiment à comprendre le mal, il est effectivement, à cet heure dans la vie, retombé sur toutes les notions entourant la mort de son père, l'Holocauste, les déportations, les camps, Auschwitz, les nazis et ce cercle d'idées-là. Et en fait, l'idée d'un peuple juif qui existe, qu'il avait toujours ignoré suprêmement. À un moment donné, il était très intéressé par le bouddhisme. C'est la seule religion qu'il n'avait jamais retenue à tant soit peu. Et vraiment vers la fin de sa vie, effectivement, il a commencé à comprendre à quel point le mal dont il parlait s'était réalisé dans ce qu'avaient fait les nazis et s'était abattu sur sa propre famille, et que le peuple juif, c'était une entité qui existait et dont il faisait partie, et que cette appartenance avait vraiment un sens. Et c'est toute cette recherche autour du mal, avec une certaine focalisation aussi vers la fin autour de la question juive, qui l'a occupé pendant les 23 dernières années. Alors peut-être qu'un jour, ces textes-là seront publiés. C'est un auteur, un mathématicien qui a beaucoup écrit, contrairement à la plupart des mathématiciens. Récolte et semaille est vraiment le trajet de Grothendieck jusqu'à
jusqu'à la fin de sa participation dans le monde scientifique. Et on peut dire que la fin de la rédaction de Récolte et Semaille correspond au début de sa retraite. Oui, c'est à peu près ça. Il y avait quelques années entre les deux, mais c'est tout de même à peu près ça. En fait, il a cessé de penser à certaines questions qui sont traitées dans Récolte et Semaille, qui sont absolument fascinantes. Toutes ces réflexions profondes autour de la créativité. Récolte et Semaille en parle énormément. Pour moi, ça a été bouleversant de lire. C'est le seul mathématicien. C'est pas le seul qui a parlé de ce que c'est de faire des maths, chacun à sa façon, mais c'est le seul qui en a parlé comme ça. Et c'est vraiment quelque chose qui est lisible par n'importe qui. Je ne parle pas d'un homme qui parle des mathématiques. Il y en a dans le livre, mais il y a énormément de parties qui n'en ont pas. Et il parle simplement de ce que c'est que la créativité et l'idée fausse que les gens ont des maths, que c'est quelque chose de très déductif, de très logique, où on suit des étapes et on obéit à plein de règles, ça n'a rien à voir. Mais tous les mathématiciens savent que cette description n'est pas bonne. Mais lui, il parvient à communiquer d'abord le désir incroyable qui fait que les mathématiciens passent des semaines, des mois, des années à chercher. Les mathématiques, c'est un monde magnifique, c'est un paysage magnifique qui appelle. Donc on aborde avec un désir fou qu'il met en lien avec la sexualité. Il ne se gêne pas pour en parler ouvertement et d'une façon extraordinairement poétique et belle. Et aussi de la nature même de la créativité, mathématique ou autre, peu importe. Vraiment de ce qui nous rend créatifs et puis de ce qui nous empêche de réaliser notre créativité. Ces questions-là sont traitées très largement dans Récolte et Semaille, beaucoup moins dans les écrits des dernières années. Mais ça en fait un livre magnifique. Et vous l'avez très bien décrit avec Pierre Lochac dans un texte magnifique, enfin un texte qui fait partie d'un texte plus long, publié dans le livret du coffret « Désir et créativité », que j'invite le public à se procurer. Je vous remercie beaucoup, Leïla Schnepf, d'être venue et d'avoir répondu de manière aussi ouverte à toutes ces questions. Vous avez, je crois, savoir un site internet sur Grothendieck. Oui, le Grothendieck Circle, avec beaucoup de documents et où moi j'avais voulu diffuser tous ces écrits non publiés, enfin tout ce que j'en possédais, il y en a plein que je n'ai pas. Et effectivement, maintenant, il y en a qui sont publiés petit à petit, enfin, ça commence. Donc peut-être un jour le site n'aura plus de raison d'être, mais c'était le but. Merci.